Vendredi 7 septembre 2018, le dernier rendez-vous de l'information au titre de cette semaine sur Ezare TV. À sa première audience hier 6 septembre, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a prononcé plusieurs condamnations. Nous y reviendrons. Le résultat de l'accompagnement des organisations de jeunesse était au cœur des échanges de la causerie du Café Média Plus de ce jour. La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2019 dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Cotonou ce matin annonce les prochaines inondations. Plusieurs Cotonouais ont dû braver les eaux pour vaquer à leurs occupations. Entre vider les eaux des chambres, des cours où se trouver ou s'abriter, les citoyens de Cotonou étaient embarrassés. Les responsables à divers niveaux ont sûrement compris que c'est le moment de prendre des dispositions pour protéger les populations et limiter les dégâts dans tout le sud du Bénin pendant qu'il est encore temps. Au nord du pays, les eaux de ruissellement font déjà des ravages avec le pont de la Sota à l'entrée de la ville de Malanville qui a cédé il y a de cela 2 jours après celui de Kandi, empêchant toute circulation entre le Bénin et le Niger voisin. Inspirer, transformer, message à mon jeune moi est le thème de la deuxième édition du Leadership Day qui s'est déroulée le samedi 1er septembre 2018 à Azalaï Hôtel de Cotonou. Une rencontre qui a permis à plus de 300 jeunes en pré-emploi ou en premier emploi de se faire former et de partager les expériences des professionnels du secteur privé et du public. Les jeunes participants ont bénéficié des communications données par un parterre d'invités. La communicatrice principale, Nabou Fall, directrice générale du Viséo et coach en développement personnel, a fait état des erreurs qu'elle a commises par inexpérience durant son parcours. Initié par la Fondation Kundi Africa en 2017 pour rapprocher les jeunes porteurs de projets des potentielles sources de financement, le concept Leadership Day est à sa deuxième édition. Suivons quelques séquences des interventions au micro de nos reporters. Pourquoi nous avons mis en place le Leadership Day depuis l'année dernière? Pour fournir des lumières, pas toutes, vous aurez besoin de découvrir le reste vous-même, mais les lumières essentielles pour vous guider. Et pour regarder vers l'avenir, nous avons choisi de regarder le passé de ceux qui nous ont précédés. Le salaire, c'est secondaire quelque part. C'est vrai qu'on a besoin de vivre, on a besoin de manger, on a besoin de se vêtir, mais le plus important, c'est l'apprentissage et surtout l'opportunité de pouvoir créer une expérience, l'opportunité de pouvoir s'imprégner de l'entreprise et comprendre comment une entreprise fonctionne et surtout apprendre à travailler avec les hommes, les êtres humains. D'où une autre erreur que j'ai faite, parce que moi je sortais d'école, j'étais toujours quelqu'un qui faisait mes devoirs toute seule. N'oubliez pas que votre destin est entre les mains de personne, mais vous-même. Nous sommes maîtres de notre destin. Je vous invite à lire ce poème qui s'appelle Habitus, vous pouvez le trouver sur internet. Je suis le maître de mon destin. Nous sommes les maîtres de notre destin. Chacun cherche son avantage. Et si vous êtes sur le chemin de cet avantage-là, si vous participez à créer cet avantage ou à l'entretenir, vous êtes important, sinon on vous écrase. C'est une réalité qui est difficile à entendre chez nous parce qu'on se berce d'illusions, on se dit bon, tout ira bien, soignons, etc. Non, dès aujourd'hui, les choix d'aujourd'hui conditionnent ceux de demain et il faut le prendre en compte. Et après ça, il faut être en mesure de transformer son environnement, c'est-à-dire transformer les opportunités en réalité. Parce que si vous êtes... On était sur un forum mardi, les gens parlent d'entrepreneurs au Bénin. Il y a entrepreneurs, il y a sociopreneurs, intrapreneurs, bon, tout le monde prend quelque chose. Mais dans la réalité, moi ça me gênerait, et ça me gêne quand quelqu'un
est entrepreneur toute sa vie. Vous êtes entrepreneur au début, mais il faut que vous deveniez chef d'entreprise. Et quand je parle d'émotion, je veux insister sur ce point. Il est important que chacun trouve en fait son équilibre pour pouvoir entreprendre ce qu'il souhaite entreprendre. L'équilibre émotionnel est hyper important. Je ne sais pas en quoi vous croyez, peu importe, mais il faut vous rattacher à quelque chose, il faut vous rattacher à des gens, si c'est 2-3 personnes, et savoir que ces personnes avec qui vous marchez, c'est des personnes qui vous apporteront des critiques constructives, qui vous soutiendront, quel que soit ce qui adviendra. L'estime de soi. Quand vous commencez jeune et que vous n'avez pas une certaine estime de vous, qui devrait vous emmener à bâtir et à établir une confiance en vous, vous démarrez plutôt mal. Arrivez à vous dire, quand on a fini de dire que vous travaillez bien, quand on a fini de vous dire que vous êtes un bon collègue, un bon collaborateur, quelles sont les valeurs intrinsèques, les piliers de votre vie, de votre identité, de votre personnalité que vous arrivez à laisser aux autres? Est-ce qu'on arrive à dire de vous que vous êtes loyal? Est-ce qu'on arrive à dire de vous que vous êtes une personne fiable? Tout à l'heure, Malik parlait d'engagement. Est-ce que vous avez une parole? Est-ce qu'on peut s'asseoir sur votre parole? Parce que rien, en dehors de la maladie ou de la mort, ne vous sera donné cadeau. Tout le reste... Tout le reste, vous devez l'acquérir, vous devez conquérir. Mais si vous restez là, à estimer qu'on ne vous donne aucune chance, elle ne viendra jamais à vous, parce que la chance ne s'ouvre qu'à ceux qui la méritent. C'est vrai que aujourd'hui, de plus en plus, c'est difficile, mais si vous vous battez, si vous trouvez des créneaux, vous pourriez, je vous le jure, faire des miracles. Parce que lorsque nous venions dans la presse privée, les anciens doyens disaient que ceux-là, ils n'ont pas fait les écoles de journalisme, ils n'ont pas fait ci, nous leur donnons à peine 3 mois. Mais la mortalité infantile n'a pas eu raison de nous. Et non seulement ça, nous sommes venus les concurrencer. Il ne faut pas hésiter, il faut toujours se lancer. C'est-à-dire, il faut, même quand vous tombez, vous devez répéter les expériences. Il faut repartir à l'assaut à chaque fois. Et bon, je ne l'ai pas dit, en fait, il faut commencer les choses, il faut faire les choses le plus tôt possible. Le vote de la loi 2018-31 du 3 septembre 2018 portant code électoral en République du Bénin a relevé les cautions de candidature à la présidentielle et aux législatives à des centaines de millions de francs CFA. Elle ramène par contre celles des communales, des municipales et des locales de 20 000 à 10 000 francs CFA et autorise les anciens présidents à se porter candidats. Des dispositions qui continuent d'animer les débats. Suivons l'honorable Gérard Benochi qui donne son point de vue sur la question au micro de Abdelkader Achiro. On dit que les députés de la minorité auraient fait des amendements qui auraient été rejetés. Si ceux qui ont suivi les débats savent bien sûr que lorsque nous étudions les lois pour les voter, lorsque nous travaillons à l'Assemblée nationale, les amendements viennent de tous les camps. Nous avions eu des amendements de la minorité qui ont été rejetés. Certaines ont été acceptées. De même, nous en avions eu de la majorité qui ont été rejetées et d'autres acceptées. Ça, c'est l'équilibre des débats. Et le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Mbedji, tient beaucoup à cet équilibre. Dire que systématiquement les amendements de la minorité ont été rejetés, c'est une contre-vérité. Et puis, ils ont eu à le dire le jour même du vote. Le président de l'Assemblée nationale leur a dit que la démocratie veut que, lorsque vous faites un amendement que la commission n'approuve pas, on passe cet amendement au vote. Et lorsqu'on le passe au vote, et la majorité l'approuve, ça s'impose à la commission. Mais si la majorité rejette cet amendement, ça veut dire que l'amendement est rejeté et c'est l'Assemblée nationale qui a rejeté l'amendement ou, dans le cas contraire, l'Assemblée nationale qui a accepté l'amendement. Donc moi je pense que c'est des arguments fallacieux et de mauvaise foi même. Quand vous faites des amendements irréalistes, cela voudra dire que vous-même, vous êtes dans une logique donnée. On dit que depuis que notre démocratie est en marche, l'âge pour aller aux élections législatives
pour les jeunes, on dit l'âge minimum, c'est 25 ans. Et c'est cela que nous avons pratiqué jusque-là. Et ceux qui font des amendements qui baissent, pour baisser l'âge aujourd'hui, eux-mêmes sont à l'Assemblée nationale, on les appelle jeunes députés. Ils sont jeunes. À partir de 25 ans, vous pensez qu'on est plus jeune? Au-delà de 25 ans, on est plus jeune? Moi, je pense plutôt qu'avant 25 ans, les jeunes sont à l'étude. Ils sont en train d'étudier, ils n'ont pas fini les études universitaires pour se lancer dans la politique. Il faut les laisser finir d'abord les études. Comment on peut dire que les jeunes de 18 ans à 25 ans vont se lancer dans la politique? Pourquoi? Ont-ils fini de se former? Moi, je ne suis pas pour cette thèse-là. Il faut les laisser se former. Pendant de 18 ans jusqu'à 25 ans, ils sont des étudiants. En ce qui concerne les cautions, moi, je pense que c'est des montants raisonnables. Vous savez que nous sommes dans la logique d'assainir le jeu politique au Bénin. Pendant longtemps, nous avons pratiqué des cautions à ces niveaux que vous connaissez, 15 millions pour les présidentielles et 100 000 francs par député, à savoir 8 300 000 pour la liste aux législatives. Et malgré cela, vous savez que la pagaille continue, surtout en ce qui concerne les élections présidentielles. Nous avons eu dernièrement 33 candidats et il y en a eu de farfelus, que je pourrais qualifier de farfelus. Il y a des candidatures qu'on pourrait qualifier de candidatures d'amusement, de galerie. Et nous avions dit qu'il faut mettre fin à cela. Et le montant maximal des frais de campagne autorisés par la loi est de 2,5 milliards. Et on dit qu'il faut déposer 10% de ce montant maximum autorisé par la loi comme caution. 10% du seuil des frais de campagne, ça fait 250 millions. C'est ça. Moi, je ne pense pas que ce soit élevé. Celui qui a 2,5 milliards pour faire campagne, celui qui n'aura pas 250 millions pour déposer comme caution, et ceux qui défendent, là, ils défendent qui? Ils se défendent eux-mêmes ou ils défendent ceux qui ont l'argent pour aller aux élections? Celui qui lève la main qui veut aller aux élections présidentielles a l'argent pour faire campagne, pour dépenser 2,5 milliards. On lui demande de déposer 250 millions, c'est-à-dire 10% seulement pour garantir sa liste ou bien sa candidature. Et ce n'est pas à fond perdu. Ça lui est remboursé s'il remplit certaines conditions, à savoir s'il a au moins 10% de suffrages exprimés. Cela voudra dire qu'on veut seulement arrêter les amusements, arrêter les candidatures fantaisistes. Si vous croyez en vous et que vous avez les moyens pour aller au présidentiel, je suis sûr que ceux qui ont les moyens pour aller au présidentiel ont 10% de ce que la loi leur autorise de dépenser. De même pour les législatives. Vous savez que la barre maximale pour les frais de campagne, c'est 30 millions. Et on demande à chaque candidat de déposer 10% de cette barre maximale. Donc le candidat au législatif qui a 30 millions pour aller faire campagne, on lui dit de déposer 10%, 3 millions, ce n'est pas ça qu'il ne pourra pas. S'il est sûr de lui-même, il sait qu'il ne va pas pour s'amuser, il trouvera les 3 millions pour déposer et aussi cela est remboursé dans certaines conditions. Moi je pense que ces deux conditions, ces deux critères que nous avons fixés, à savoir les deux cautions, 249 millions pour la liste législative, 250 millions pour les présidentielles, vont permettre donc d'assainir les élections dans notre pays et désormais nous aurons des candidatures sérieuses, des listes sérieuses. Les journalistes béninois ont partagé leur café de ce matin avec le président national de l'organe consultatif de la jeunesse, Pénan Thomas Singbo. Il les a entretenus sur le thème « Vie des organisations de jeunes et de jeunesse en République du Bénin. Quel accompagnement pour quels résultats ?» Une causerie qui s'inscrit dans le cadre des rencontres hebdomadaires du Presse Club Café Média Plus. Un résumé de sa communication au micro de Christian Thomas Imena. Ce matin, la causerie a tourné autour du thème « Vie des organisations de jeunes et de jeunesse en République du Bénin. Quel accompagnement pour quels résultats ?» En effet, à travers ce thème, nous avons pu aborder toutes les facettes de la vie associative juvénile au Bénin. De la jeunesse d'abord, de la loi 91-007 du 25 février 1991 portant charte de la jeunesse en République du Bénin et autres instruments internationaux que notre pays a ratifiés qui organisent la vie de la jeunesse dans notre pays. En dehors de ça, nous avons évoqué les actions que mènent les organisations de jeunes et de jeunesse en République du Bénin, qui vous souviennent que
les combats que mènent les organisations de jeunes et de jeunesse en République du Bénin sont des combats qui ne sont pas forcément médiatisés. Mais chaque fois qu'il s'agit de mener des ripostes contre les fléaux de notre époque, ce sont les organisations de jeunes qui sont tout le temps utilisées. Chaque fois qu'il faut assurer la formation en leadership aux jeunes qui constituent l'avenir, le présent et l'avenir de notre pays, c'est au sein des organisations de jeunes que ça se passe. Je peux vous dire que c'est au sein des organisations de jeunes que de milliers de jeunes qui entreprennent aujourd'hui dans différents domaines ont entendu parler la première fois de l'entrepreneur et se sont vus révéler en eux les talents d'entrepreneurs. Donc, c'est des actions que des organisations de jeunes mènent au quotidien. Mais lesquelles actions ne sont malheureusement pas connues. Donc, ce qu'on a demandé comme moyen à mettre à leur disposition, c'est la juste et équitable reconnaissance de ce qu'elles font comme action, de ce qu'elles mènent comme action. La juste et équitable reconnaissance veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le cadre juridique qui organise la vie associative juvénile soit vraiment renforcé. Et ce renforcement passe par l'application effective de la Charte africaine de la jeunesse, de la Charte nationale de la jeunesse et autres directives. 2 condamnations à 20 ans de travaux forcés et une condamnation à 6 mois d'emprisonnement ferme. Tels sont les premiers verdicts prononcés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET hier à son siège pour sa toute première audience à Porto-Novo. 8 dossiers étaient au rôle de cette première audience qui a connu pour une grande part des dossiers de trafic de drogue. Une audience qui a été précédée d'une visite guidée des lieux sous la conduite du procureur spécial Uri Gilbert Togbono. Voici le récit de Scholastique Azoman et de Jefte Hungue. Première audience de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Installée officiellement dans leurs fonctions le 25 août dernier par le président de la Cour suprême, les membres de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ont démarré leurs activités ce jeudi 6 septembre 2018. Au total, 8 dossiers sont déposés sur la table de la CRIET et tous ont trait au trafic de la drogue. Au boss des accusés, 7 personnes. Le premier dossier, composé de 8 individus au total de nationalité béninoise et nigérien, ont été écoutés par la Cour. Le dossier n'a pas connu un aboutissement. Le Conseil des accusés dit que l'information leur est parvenue tard, d'où la non-constitution de leur dossier de défense. L'audience de ce premier dossier est reportée pour le 20 septembre prochain. Le procureur spécial de cette Cour représente le ministère et est assisté de 4 assesseurs dont un greffier. Cette cour abrite l'ANEST du ministère de la Justice et de la Législation à Porto-Novo. Avant cette audience, le procureur général Ulrich Togbono a fait visiter les locaux aux hommes des médias. Elle dispose en son sein d'une salle d'attente du secrétariat particulier du procureur spécial, la salle des mises en cause, la salle de déferment qui est une salle dans laquelle les membres du ministère public reçoivent le commissaire en charge de l'enquête et son collaborateur en vue de présenter les faits et les pièces à conviction suivies par le paquet devant les mises en cause et leurs avocats. Cette méthode, selon le procureur spécial de la CRIET, Gilbert Ulrich Togbono, permet de lever tout équivoque sur la transparence dans la gestion des dossiers. La salle des services administratifs et judiciaires, le service des décisions rendues, le service d'audience et les bureaux des différents membres sont autant de composants pour le bon fonctionnement de cette cour de répression. Rappelons que la CRIET a été instituée par la loi 2018-13 du 2 juillet 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2001-31 du 27 août 2002 portant organisation en République du Bénin. Pour cette première audience, la Cour est composée du président Cyriaque Dossa, assisté de 4 assesseurs, du ministère public représenté par le procureur spécial Gilbert Ulrich Togbono et d'un greffier. Du karaté pour ouvrir la page sport de cette édition. Le Bénin a perdu son titre de champion d'Afrique de karaté en comité des moins de 55 kg d'âme lors des derniers championnats qui se sont déroulés du 31 août au 2 septembre 2018 à Kigali au Rwanda. La karatéka béninoise Océane Kainero, tenant du titre, a terminé 3e ex-aequo avec l'Égyptienne Ati Yasmine. Dans la catégorie inférieure, sa jeune coéquipière Fridol
Tobosu a également remporté une médaille de bronze. Au classement général, le Bénin occupe la 13e place sur 22 pays participants. De retour au Bercail, le président de la Fédération béninoise de karaté-do fait le point de la participation du Bénin. L'Égypte, l'Algérie et le Maroc forment le trio de tête, tandis que le pays hôte, le Rwanda, se pointe à la 6e place avec une médaille d'or, 2 en argent et 5 de bronze. Certes, le Bénin a perdu son titre, comme vous le dites, mais avant le Bénin, nous avons vu l'Allemagne, la grande Allemagne au football, n'est-ce pas, sortir dès le premier tour au championnat du monde. Cela veut dire que une Allemagne qui est quand même un pays des plus sérieux au monde, qui ne laisse rien passer, si ça a pu se passer comme ça veut dire qu'au sport, ce n'est pas une progression arithmétique 1 plus 1 égale 2, et qu'on y va, on gagne, on revient. Surtout pas dans des compétitions sérieuses comme celle de l'UFAC. Et comme par hasard, justement, et dans la catégorie de moins de 55 kilos, l'athlète gagnant Océane était 3e avec la championne du monde, multiple championne du monde, l'égyptienne Ati, qui était sortie aussi. C'est vous dire le niveau de cette compétition. Ce qui est sûr, les Jeux Olympiques sont en train de galvaniser les gens. Les gens sont en train de travailler d'une certaine manière et surtout sortent dans toutes les compétitions qui se présentent. Exemple, le Bénin a pu être à Paris en janvier, toujours pour grappiller des points, ranking. Le Bénin ensuite a pu aller au Maroc en avril. Mais pendant ce temps, la Hati dont je parle, qui est championne, multiple championne du monde égyptienne, elle était à Paris. Elle n'a pas pu faire le podium, comme la nôtre. Elle était à Dubaï. Elle était à Rotterdam. Elle était en Turquie. C'est vous dire que ça va très vite. La Marocaine qui a battu la nôtre pour qu'elle puisse forcément aller chercher une 3e place, elle a tout suivi. Elle est dedans. Et les gens mettent vraiment les moyens pour que ces gens aillent dans toutes les compétitions. Je vous dis oui, certes, on a perdu cette place qui nous fait mal encore jusque-là, mais la réalité est là que nous devons nécessairement investir. Préparation au top, envoyer les enfants là où ça se fait le mieux, multiplier les séances et surtout les faire confronter à ce qui se fait de mieux partout, au Japon, en France, en Allemagne, partout, pour pouvoir gagner une place désormais. Parce que, comme nous le disons nous aussi, tout le monde court après maintenant 2020, les Jeux Olympiques. Fridol, vous le dites, ça c'est la révélation à notre niveau. Parce que tout juste après avoir gagné, vous savez qu'elle est tombée dans les pommes. On a dû l'amener à l'infirmière parce qu'elle a tout donné. Elle a tout donné et puis elle a fait face à de redoutables enfants. Les gens ont compris qu'il faut envoyer les enfants partout. Ailleurs, ça se fait. Regardez le Cameroun. Ils sont venus à près de 40. Et regardez l'Égypte dont on parle. Ils sont venus à 39 ou je ne sais combien. Plus d'une trentaine. Nous, on a amené 6 athlètes. Et là, je vous assure que moi, comme je ne sais pas tenir ma bouche, et je ne suis pas politicien, cette fois-ci, je dis, il faut vraiment remercier notre gouvernement. Parce que s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait là, avec les arriérés que nous avons depuis 2012, et nous, on nous accepte d'habitude parce que moi, je suis membre d'une commission africaine, technique, et malgré tout, on essaye de nous faire. C'est-à-dire, on travaille. Le gouvernement, je vous assure, je ne savais pas que des gens travaillaient autant. Quand c'est bon, il faut le dire. Sinon, on serait parti peut-être spectateurs revenus parce que c'était ferme, ils ne voulaient pas laisser passer cette fois-ci. Et les gens ont fait ces efforts. Mais nous en demanderons toujours plus parce que, vous voyez, en septembre, là, il faut déjà que Océane, on puisse la mettre dans une compétition en Europe. Il faut qu'elle parte là, maintenant. Il faut qu'elle soit dans le milieu pour continuer. Et comme vous le dites si bien, ce ne sera plus Océane seule. La Fridol, là, il va falloir déjà que nous pensions comment la mettre à l'Open de Paris déjà, parce qu'on peut en faire plus. Il y a déjà le championnat du monde qui est là en novembre, à Madrid.
Donc c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et il va falloir qu'on trouve si vraiment on veut des résultats. Et c'est là où je voulais en arriver. Des tatamis, passons sur la pelouse pour parler du derby Bénin-Togo de ce week-end. Les écureuils du Bénin ont rejoint la capitale togolaise cet après-midi dans le cadre du match contre les éperviers, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Avant de s'envoler pour Lomé, Stéphane Sesseigno et ses coéquipiers ont pris des repères sur la pelouse synthétique du stade René Pleven de Cotonou, malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale économique du Bénin durant la matinée de ce vendredi. Michel Dissueur et ses hommes vont effectuer la traditionnelle reconnaissance du gazon artificiel du stade municipal de Lomé demain. Le dimanche 9 septembre, le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 16 h par l'arbitre marocain Noureddine Djafari. La Gambie reçoit l'Algérie à Banjul pour le compte de l'autre match du groupe D. Après une journée disputée, Béninois et Algériens occupent la première place du groupe avec 3 points chacun. Hormis ces deux matchs, 22 autres matchs seront joués pour le compte de cette deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 aux quatre coins du continent africain. Toujours du football, évoquons à présent l'affaire Écureuil Cadet Gate. De retour du sommet Chine-Afrique, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports a animé une conférence de presse cet après-midi pour élucider l'opinion publique sur le rôle de son département dans ce dossier. Suivez un extrait de son intervention. Avait déjà sollicité et obtenu notre accord de principe pour cet examen il y a 3 mois, qui s'est déroulé dans un centre agréé de la Confédération africaine de football au Togo. Malgré ce premier test, réalisé par la fédération, à l'issue duquel certains joueurs disqualifiés avaient été obligés de quitter la sélection, nous avons jugé indispensable, par mesure de prudence et pour prévenir notre pays de la situation que nous vivons actuellement, de faire engager à nos frais un deuxième examen qui pour nous était une contre-expertise devant nous permettre de fixer la situation réelle de chaque joueur. Nous avons donc décidé de recourir à une contre-expertise pour nous assurer de l'éligibilité effective de tous les joueurs retenus pour faire partie de la délégation devant aller à Niamey. Les 25 joueurs présélectionnés, dont la liste nous a été communiquée par l'encadrement technique comme il est de coutume, ont donc subi à notre initiative et sous la conduite du staff médical de l'équipe des examens d'IRM dans le seul centre de référence dont dispose notre pays en la matière. Les résultats de ce dernier test, comme vous le savez tous, ont qualifié 22 joueurs sur les 25 présentés. Nous avons été surpris de constater qu'à l'issue des examens effectués à Niamey par la Confédération africaine de football, 10 joueurs aient été déclarés inéligibles alors même que le rapport médical transmis à nos services par la fédération à l'issue du test d'IRM que nous avons commandité attestait de l'éligibilité de 8 d'entre eux et qu'en plus, 2 autres joueurs ayant déjà été déclarés inéligibles par le dit rapport et aient figuré dans la délégation qui était à Niamey alors que ceci ne devrait pas être le cas. Cette situation, qui n'est pas de nature à honorer notre pays, mérite d'être clarifiée afin que les responsabilités soient situées. Nous avions envisagé dans un premier temps la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante pour connaître des tenants et des aboutissants de cette affaire. Mais vous le savez tous, mesdames et messieurs, nous sommes dans un environnement où nous nous faisons difficilement confiance. Et si le ministre avait pris l'initiative de mettre sur pied une commission d'enquête, même en concertation avec le comité exécutif de la fédération, il aurait été facile pour nous de conclure que cette commission a été influencée. C'est donc pour cette raison et pour garantir à notre peuple la vérité absolue dans cette affaire qui est une honte nationale que nous avons pris sur nous la responsabilité de saisir le procureur de la République afin qu'une enquête indépendante, efficace, soit diligentée et que tous les responsables, sans exception, soient punis s'ils sont déclarés coupables de ceci ou de cela. Je voudrais ici exprimer l'indignation du gouvernement et son amertume face à cette situation que nous avons pris toutes les dispositions pour prévenir et qui, une fois encore, ne devrait pas se répéter. Nous avons nous-mêmes réalisé à quel point, depuis quelques jours,
nous sommes la risée de la communauté internationale, parfois par notre propre fait, puisqu'il est également à déplorer que dans le cadre de cette affaire, certains d'entre nous, notamment amis de la presse, ont communiqué des informations qui relevaient de leurs propres analyses sans avoir pris le soin de faire des investigations et que ces informations aient parfois été reportées, prises en compte par des amis de la presse internationale qui s'en sont servis pour discréditer notre pays. Je veux compter sur la conscience professionnelle des uns et des autres pour rétablir la vérité dans les cas où ils ont diffusé des informations erronées qui ont discrédité notre pays et compter sur le professionnalisme de chacun pour assumer et avouer ses fautes dans la situation que nous traversons. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous préférer. Bon week-end à vous sur les www.ezaretv.com.